Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la première vraie séance de marché de cette année 2023. Hier était simplement une répétition avec des marchés européens qui étaient ouverts, mais les principales places asiatiques ou encore les principales places anglo-saxonnes débutent leur année aujourd'hui et plutôt de belle manière avec une séance positive à mi-journée en Europe. On gagne encore plus de 1% sur les actions européennes. En deux séances, le CAC 40 a déjà gagné plus de 3% en ce début d'année 2023 avec un phénomène de détente des rendements obligataires. On avait vu des tensions réapparaître en fin d'année dans des marchés évidemment à faible liquidité. On avait vu le 10 ans allemand revenir à plus de 2,50. Eh bien, c'est un mouvement de détente aujourd'hui qui porte les actions dans l'anticipation peut-être d'une bonne surprise sur l'inflation allemande. Le chiffre sera publié pour le mois de décembre en début d'après-midi, mais on a déjà des indications en provenance des principaux lenders allemands, des principales régions allemandes qui montrent que oui, le mois de décembre pourrait être un nouveau mois de détente de l'inflation en Allemagne, partant de niveaux très élevés. On était à plus de 11,5% il y a quelques temps encore. On sera peut-être autour de 10% d'inflation d'une année sur l'autre en Allemagne pour le mois de décembre. Le chiffre est à suivre à 14h cet après-midi. Et puis nous reviendrons avec nos invités dans cette demi-heure sur les grandes perspectives macro pour cette année 2023 aux États-Unis avec Bastien Drue de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone dans un instant, et en Europe avec Dorothée Rouzet, chef économiste France de Citi, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. C'est donc Bastien Drue qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'intéresse aux États-Unis avec vous. La semaine d'ailleurs sera chargée en statistiques avec en point d'orgue le rapport mensuel sur l'emploi du mois de décembre qui sera publié ce vendredi à 14h30. Un commentaire peut-être général sur la perspective 2023 pour l'économie américaine qui s'annonce comme une année de vérité, Bastien. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, avec la fin des effets d'inertie des mesures pandémiques aux États-Unis et le plein effet du choc monétaire infligé depuis mars 2022 par la Réserve fédérale américaine? Ah bah oui, c'est clairement une année de vérité pour l'économie américaine et pour plusieurs raisons. On peut peut-être d'abord commencer par la consommation des ménages. La consommation des ménages, elle a plutôt bien tenu jusque-là. Alors, il faut toujours prendre un peu de précaution quand on parle de consommation parce qu'on se borne généralement aux commentaires des chiffres nominaux. Or, en 2022, les prix se sont volés. C'est la consommation réelle qu'il faut regarder. Et la consommation réelle, elle est restée sur sa tendance d'avant-crise de façon vraiment remarquable. Mais c'est très vraisemblablement grâce à l'utilisation de l'excès d'épargne qui avait été constitué par les ménages pendant la crise Covid. Et le test pour 2023, c'est le fait de savoir si cet excès d'épargne qui a déjà été utilisé pour plus de moitié, finalement il va continuer à s'amenuiser, il sera peut-être même complètement épuisé d'ici 6 à 9 mois. Et donc la grande question qui se pose, c'est la question de la solidité de la consommation une fois que cet excès d'épargne aura disparu. Après, c'est aussi une année de vérité parce que ça va être l'année finalement où on va savoir si l'économie américaine, comment elle réagit à l'énorme choc monétaire de 2022. La Fed a remonté ses taux directeurs de 425 points de base en 2022, donc c'est le resserrement le plus brutal depuis le début des années 80 et Paul Volcker. Et l'impact sur la croissance va surtout se faire sentir en 2023. Il y a notamment un papier de recherche de la Fed qui a été publié il y a quelques semaines
qui a encore rappelé que l'effet maximal sur le PIB d'une hausse de taux directeur se matérialisait au bout d'un an, et donc le plus gros du choc monétaire sur l'activité se fera sentir en 2023. Et puis ça sera aussi bien sûr une année de vérité pour le marché immobilier américain. On a déjà vu un effondrement des transactions, donc le nombre de transactions a très fortement baissé, les prix immobiliers ont commencé à baisser, on a eu 4 mois consécutifs de baisse des prix immobiliers. Mais il y a quand même pas mal d'intervenants et de spécialistes du marché immobilier qui évoquent des baisses de prix immobiliers à 2 chiffres pour l'année 2023. Donc là aussi, il y a une année de vérité pour l'économie américaine. Une année de vérité qui conduit à imaginer un ralentissement, voire une récession inéluctable pour l'économie américaine, Bastien ? En tout cas, oui, un très fort ralentissement, probablement une récession. Ça se fera clairement sentir sur le marché du travail. Si aussi l'économie américaine souffre, on aura un marché du travail qui va souffrir aussi. Mais là, on peut quand même souligner que les conditions sur le marché du travail se sont déjà dégradées. Si on regarde par exemple le rapport ADP, on a eu en novembre les plus faibles créations d'emplois dans le secteur privé depuis 2 ans, avec même des destructions d'emplois déjà dans l'industrie. Si on regarde les chiffres de l'assurance chômage, on a le stock de personnes inscrites à l'assurance chômage qui est remonté à son plus haut niveau depuis février 2022, donc c'est déjà pas mal remonté. Et puis si on regarde le job report lui-même, qui sera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sortira pour le mois de décembre, qui sera publié ce vendredi, on a aussi on peut déjà constater une dégradation de ce rapport sur l'emploi. Si on regarde par exemple le nombre d'heures travaillées, il a déjà très fortement ralenti sur les derniers mois, il s'est même contracté sur le mois de novembre. Et puis si on regarde le chiffre de salaire horaire moyen qui avait accéléré en novembre, ce qui avait notamment été salué par les marchés, c'était un bon chiffre, mais pour de mauvaises raisons, parce qu'il y avait 2 secteurs seulement qui étaient à l'origine de cette accélération du salaire horaire moyen. C'était le commerce de détail et puis le secteur du transport-entreposage, qui sont 2 secteurs qui licencient, qui détruisent des emplois depuis déjà 3 ou 4 mois, et pour lesquels le salaire horaire moyen a beaucoup progressé, mais grâce aux indemnités de départ, aux indemnités de licenciement. Et si on enlève ces 2 secteurs, il n'y a pas du tout d'accélération des salaires sur les derniers mois, quoi. Donc voilà, il y a déjà eu une très nette inflexion sur le marché du travail qui ne s'est pas encore manifestée sur les chiffres qui sont les plus regardés, mais ça ne devrait pas tarder quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a dans la résilience, c'est vrai, quand on regarde le taux de chômage et les créations mensuelles d'emplois, on attend encore 200 000 créations peut-être pour le mois de décembre aux États-Unis, qui sont les 2 chiffres marqueurs importants pour les marchés. C'est vrai qu'on a du mal à voir une dégradation du marché du travail, mais il y a quelque chose en trompe-l'œil, vous dites, derrière ces chiffres aujourd'hui, Bastien, faut pas se leurrer. Le ralentissement et la dégradation du marché du travail est déjà là et se précise. Oui, tout à fait. Ça, on le voit bien. Donc, si on regarde par exemple le nombre agrégé d'heures travaillées, c'est une vraie indication que l'activité a déjà clairement ralenti aux États-Unis. Puis après, sur le chiffre du salaire horaire moyen, qui a retenu vraiment l'attention le mois dernier, qui était en accélération, ce chiffre il était en accélération, mais pour de mauvaises raisons. À cause des indemnités chômage versées dans certains secteurs. Tout à fait. Plus 0,6 d'un mois sur l'autre, c'était la progression du salaire horaire moyen au mois de novembre, et ça nous donnait une hausse de plus de 5% sur un an. La dégradation peut être brutale partant de l'état des lieux actuel, Bastien ? Oui, on peut avoir une dégradation brutale, et d'ailleurs ça s'en ressent notamment au niveau de la Fed, parce que les membres du FOMC ont été très forts cette année, je l'ai dit tout à l'heure, avec une hausse des taux directeurs de 425 points de base sur l'année 2022. Et en fait, ils savent pertinemment qu'il y a un effet retard, que cet impact sur la croissance va se matérialiser avec un an de retard à peu près par rapport aux hausses de taux. Et c'était notamment la raison du ralentissement du rythme de hausse de taux en décembre. Il l'avait dit, Jérôme Powell en conférence de presse, et on y a été très fort. Maintenant, on ne sait pas comment l'économie américaine va réagir, et potentiellement, ça peut réagir très fortement à ces hausses de taux.
Ça veut dire que pour le premier meeting de l'année qui se tiendra 31 janvier, 1er février pour la Fed en matière de décision de politique monétaire, un passage de 50 à 25 est l'idée centrale qu'on peut avoir ? Oui, les conditions sont réunies pour que la Fed ralentisse encore son rythme de hausse de taux. On avait déjà eu 4 hausses de taux de 75 points de base en 2022. Puis après, il y a eu un ralentissement à 50 BP sur le mois de décembre. Et là, on a quand même des conditions qui sont réunies pour une hausse de taux encore plus faible au début du mois de février, avec une hausse de taux probablement de 25 points de base. Il y a ce que j'ai dit, ce que je viens de rappeler, c'est le fait que le choc a déjà été très fort, que la Fed a remonté ses taux directeurs plus que n'importe quelle banque centrale dans les pays développés, ce qui a d'ailleurs eu un impact sur le dollar, et que ce très fort renforcement monétaire de 2022, les conséquences sur l'économie, on ne les connaît pas réellement, ce qui est donc reconnu par les membres du FOMC. Après, il y a aussi le fait que l'inflation a déjà décéléré pendant 5 mois de suite, et elle va continuer à décélérer sur les prochains mois pour différentes raisons, parce qu'il y a des effets de base qui sont liés à l'énergie, parce que les prix à la pompe ont beaucoup baissé, parce que on commence à avoir une décélération des prix de l'alimentation aux États-Unis, il y a les prix des voitures, il y a le prix de l'assurance santé. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles l'inflation américaine va continuer à décélérer sur les mois qui arrivent. Et puis, il y a quand même ce rééquilibrage sur le marché du travail qui va être de plus en plus rapide, et la Fed va progressivement devoir revenir au fait que son mandat est dual. Elle avait pris en compte uniquement en 2022 son mandat de stabilité des prix, et elle devra progressivement revenir à son mandat dual qui comprend aussi le plein emploi. Et ça, il y aura un recentrage qui sera fait sur l'année 2023. Et ça veut dire que dans le discours d'un Jérôme Powell, peut-être que la Fed sera moins encline à chercher à repousser ce pricing de marché qui la dérangeait jusqu'à présent. C'est l'idée que, dans le marché, en tout cas, anticipée par les investisseurs, la Fed sera prise à un moment, à revers, à contre-pied, et trouvera le chemin pour baisser ses taux en 2023. Ça paraît dingue de dire ça aujourd'hui, mais c'est ce qui est ancré dans le marché, et c'est une anticipation persistante. Jérôme Powell l'avait fortement repoussé à Jackson Hole au mois d'août. On a eu le sentiment qu'en décembre, c'est pas un pricing avec lequel il est confortable, mais on a l'impression que la Fed cherche peut-être moins qu'avant à repousser ce pricing de marché. Est-ce que cette idée-là peut avoir un peu plus de soutien, même au cours de l'année 2023 encore, Bastien ? Oui, parce que là, clairement, il y a plusieurs éléments qui font que la Fed doit moins être agressive, notamment parce que l'inflation a ralenti depuis 5 mois consécutifs, on le disait tout à l'heure, et il se posera la question à un moment donné, ça sera très difficile pour la Fed de savoir s'il ne faudrait pas rebaisser les taux directeurs. Alors, ils ont vraiment en tête l'épisode des années 70 où la Fed avait rebaissé ses taux directeurs trop rapidement, donc ils vont essayer d'installer cette idée, de faire persister cette idée qu'ils vont garder des taux directeurs élevés sur l'année 2023, mais pour pouvoir faire ça de façon relativement confortable, il faut peut-être remonter les taux directeurs un peu moins que ce qui était anticipé auparavant. Donc ça accrédite l'idée d'une hausse de taux en février qui serait encore un peu plus faible que celle qu'on a pu voir en décembre, et encore plus faible que celle qu'on avait vue auparavant. Bon. Prochain meeting, donc on le disait, 31 janvier et 1er février pour la Réserve fédérale américaine. Et entre-temps, beaucoup de statistiques attendues cette semaine, des enquêtes d'activité, ISM pour le secteur manufacturier et le secteur des services, et les chiffres de l'emploi mensuel qui seront publiés ce vendredi à 14h30. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druck qui était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Parlons à présent de l'Europe avec Dorothée Rouzet, à mes côtés en plateau, chef économiste France chez Citi. Bonjour et bienvenue Dorothée. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Commençons par les bonnes nouvelles. L'année 2022 aurait dû être une année de crash économique majeur pour la zone euro, en tout cas tel qu'on le projetait à partir du 24 février, déclenchement de la guerre en Ukraine. Le crash n'a pas eu lieu.
C'est une bonne nouvelle déjà, dont on peut se féliciter peut-être, Dorothée. Comment est-ce qu'on explique a posteriori cette résilience de l'économie européenne, de l'économie allemande notamment, principale économie européenne, dont tout le monde nous promettait une récession qui devait arriver au 3e trimestre, au 4e trimestre, récession qui se fait toujours attendre de ce point de vue-là? Alors, il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que les choses se sont plutôt mieux déroulées que ce qu'on pouvait imaginer il y a 3, 6, voire 9 mois. D'abord, je dirais à contrario de l'effet de la crise ukrainienne, de la crise énergétique, on avait encore les effets de la réouverture post-Covid qui ont aidé un certain nombre de secteurs. Alors on pense au tourisme, ça a beaucoup joué pour l'Italie, l'Espagne, aussi la France, jusqu'au 3e trimestre. Mais aussi pour des secteurs manufacturiers, des secteurs industriels, puisque toutes les perturbations qu'ont connues les chaînes de valeur depuis le printemps 2021, donc on avait des pénuries de composants, on avait des coûts de transport qui ont explosé, des perturbations de transport maritime, tout ça s'est complètement normalisé, je dirais, autour de l'été de cette année, et ça a permis à l'industrie de redémarrer. Ça va continuer à jouer, contrairement au tourisme pour lequel le rattrapage n'arrive qu'une fois, parce que certains secteurs comme l'automobile avaient accumulé des carnets de commandes en attente qui peuvent leur assurer maintenant jusqu'à 8 mois d'activité. Donc même si les nouvelles commandes s'essoufflent, finalement les commandes qui n'ont pas été traitées depuis tout ce temps parce qu'on manquait de composants, parce que la logistique ne suivait pas, ont beaucoup joué et ça a beaucoup aidé notamment l'Allemagne en fin d'année. Ensuite, le marché du travail a tenu, a continué à résister. C'est presque une surprise à ce niveau-là. On a un peu de ralentissement des créations d'emplois dans les derniers mois, mais les indicateurs de tension sur le marché du travail restent très élevés. Le taux de chômage reste très bas historiquement en Europe. Évidemment, ça aide aussi à la résilience. Et puis, les 2 derniers gros morceaux, il y a évidemment le soutien budgétaire massif des États qui amortit le choc, principalement pour les ménages, dans une moindre mesure pour les entreprises. Mais les États de la zone euro, en moyenne, ont dépensé 2% de leur PIB cette année en soutien budgétaire, bouclier tarifaire et autres mesures. Et en plus, ils ont pu le financer relativement facilement, ce qui ne sera pas forcément le cas l'année prochaine. Peut-être dernier facteur, la crise énergétique s'est finalement moins mal déroulée que ce qu'on pensait. Il y a quelques mois, on craignait les pénuries de gaz et d'électricité cet hiver. Finalement, on termine l'année avec des stocks de gaz pleins à 83% en Europe. Il y a eu un peu de chance parce que l'hiver a été relativement doux jusqu'à présent. Il y a aussi le fait que les stockages ont été remplis avec une certaine diversification des sources. Donc finalement, les craintes de pénurie se sont éloignées. Les prix se sont détendus pour le gaz et pour l'électricité dans leur sillage. Et là aussi, ça aide au moral des entreprises. Je rappelle l'ambiance il y a 6 mois, au début du choc gazier, crise gazière, énergétique, notamment pour l'Allemagne. On établissait des scénarios sans gaz avec des chutes de PIB en Allemagne, par exemple, de 5 à 7%. Voilà. C'était les scénarios du pire, mais c'était des scénarios que tout le monde avait en tête il y a 6 mois et ces scénarios du pire ne se sont pas matérialisés. Quels sont les éléments de cette résilience qu'on vient de décrire qu'on peut extrapoler encore un peu pour cette année 2023, Dorothée, et les facteurs sur lesquels il faudra moins compter désormais? Alors, clairement, il y a des choses qui n'arrivent qu'une fois, comme le rebond du tourisme, ça n'arrive qu'une fois. Donc, comme je le disais, l'amélioration de la situation d'offre sur l'industrie, ça va encore aider pendant un temps, tant qu'il y a de la demande en réserve. Et la réouverture de la Chine sanitaire devrait contribuer encore à cette amélioration des chaînes de valeur? Alors, la réouverture de la Chine va contribuer, enfin au moins éviter de nouvelles perturbations une fois que la vague sera passée. Je pense que pour janvier-février, ça va être compliqué, mais ensuite, ça va améliorer à la fois du côté de l'offre et aussi du côté de la demande, puisque la demande chinoise va repartir. Ça favorise notamment les biens d'équipement allemands et tous leurs sous-traitants dans le reste de l'Europe, mais également le tourisme chinois devrait aussi reprendre à partir de peut-être mai-juin. Donc ça va favoriser sur ce plan-là. Les choses qui peuvent aussi je dirais continuer à aller un peu mieux que prévu. J'y mettrais aussi la situation énergétique. Je pense que, vu la situation où on est, le fait que la consommation a effectivement baissé, à la fois côté ménage et côté industrie, si ça se poursuit, ça permet d'aborder non seulement cet hiver, mais aussi l'hiver prochain avec un peu plus de sérénité sur l'approvisionnement en gaz, et ce même en comptant l'effet de la Chine, qui va évidemment consommer plus de gaz en redémarrant la consommation, mais en parallèle, elle a aussi développé sa production nationale de gaz assez fortement, sa production nationale d'énergie renouvelable. Elle importe aussi davantage de gaz par gazoduc de la Russie, donc finalement, ça va pas... Alors ça va
agir sur les prix du gaz, mais pas jusqu'à la pénurie. Donc je pense qu'on arrive. Là aussi, on est un peu plus serein. Quand on fait les maths de l'énergie, là, en se projetant sur le prochain hiver, 2023-2024, dont beaucoup nous disent encore que ce sera un moment à nouveau critique, à ce stade, vous dites, on peut imaginer éviter le pire à nouveau pour l'hiver prochain. Voilà, on n'est pas. Les choses auront le temps de changer. On n'est pas complètement tiré d'affaire, mais on envisage les choses quand même avec un peu moins de risque de pénurie. Les prix peuvent augmenter, beaucoup de choses peuvent de nouveau mal se passer évidemment, mais on est plutôt un petit peu plus confiant. En revanche, là où on ne peut qu'à moitié extrapoler, c'est sur l'aspect budgétaire. Je disais qui a été une composante importante. Alors le soutien budgétaire en 2023. Il va se poursuivre. En moyenne, dans la zone euro, probablement de même ampleur qu'en 2022, un peu plus en Allemagne, un peu moins en Italie. Mais ce qui est fini, c'est le fait de pouvoir le financer très facilement. En 2022, les États ont eu, en un sens, beaucoup de chance. Parce que si on prend par exemple le cas de la France, mais qui est loin d'être un cas isolé, il y a un an, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement prévoyait 5% de déficit en 2022. On termine l'année avec une prévision de 4,9 pour le gouvernemental. Entre-temps, on a dépensé 2% du PIB de plus que ce qu'on pensait. Ce qui a permis ça, c'est que les recettes fiscales ont surpris à la hausse mois après mois. L'impôt sur les sociétés, la TVA, etc. L'impôt sur le revenu, qui sont rentrés de manière très forte. Ça, il y a peu de chances que ça se reproduise en 2023. En un sens, ça n'arrive. Cet effet bénéfique de l'inflation, cet effet nominal, vous dites à la fois de l'inflation et de la reprise, et de la reprise qui a été très forte. Donc ça n'arrive qu'une fois. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le soutien continuera à exister, mais il devra être un peu plus parcimonieux, un peu plus attentif à chaque euro, et il se fera à des taux plus élevés, d'autant que la BCE ne sera plus acheteuse des titres souverains comme elle l'était au début de l'année dernière, mais au contraire va commencer le quantitative tightening. La réduction de son bilan. Comment vous voyez évoluer ce bras de fer assez inédit, en tout cas une situation très différente du point de vue de la Banque Centrale Européenne et des États de ce qu'on a connu pendant le cycle précédent. Est-ce que la BCE va monter ses taux coûte que coûte, peut-être jusqu'à 3,5% pour le taux de dépôt effectif, par exemple? C'est ce qui était signalé par Christine Lagarde dans la dernière conférence de presse qu'elle a tenue suite au meeting de la BCE en décembre. Est-ce que les États vont être plus disciplinés, plus orthodoxes, plus rigoureux sur leurs finances publiques? Comment va se développer qu'on entrevoit comme étant un bras de fer quand même, Dorothée. Les États vivent dans l'idée de la domination budgétaire avec des banques centrales, une BCE en tout cas qui a été particulièrement accommodante pendant des années et des années. C'est difficile de sortir de ce schéma-là. Oui, tout à fait. Le bras de fer, je dirais, a déjà commencé. Christine Lagarde a été extrêmement explicite dans son discours en décembre, à la fois sur la direction de la politique monétaire, et là-dessus, je dirais que 3,5% est plutôt un plancher qu'un plafond pour moi en termes de taux terminal. Et elle a été très explicite sur le fait que les taux vont augmenter plus que ce que prévoyaient les marchés, rester élevés pendant très longtemps, doivent rester en territoire restrictif, avec pour objectif de faire baisser la demande. Et en un sens, au niveau où on est, peu importe que l'inflation soit une inflation tirée par l'offre ou une inflation tirée par la demande, elle est trop élevée et la BCE ne sait finalement que faire baisser la demande pour faire baisser l'inflation, donc c'est ce qu'elle va faire. Et selon moi, et il faut la croire. Alors les marchés pensent... Enfin, la perception de marché est plutôt que la BCE ne fera pas ce qu'elle dira. Je pense que c'est un pari assez risqué. Les faucons ont plutôt eu tendance à gagner toutes les batailles dernièrement. Et quand on regarde les indicateurs que va suivre la BCE, alors il y a une multitude d'indicateurs, donc on peut assez facilement trouver le message qui nous arrange, mais les principaux vont être l'inflation sous-jacente. Alors donc même si l'inflation headline va décélérer par les effets de base, parce que les prix du gaz se détendent, etc., l'inflation sous-jacente, elle va continuer d'augmenter au moins jusqu'au printemps. Donc pourquoi la BCE s'arrêterait-elle alors que cette inflation sous-jacente reste élevée, même si... Selon moi, encore une fois, c'est plutôt la traduction un peu retardée des prix de l'énergie qui continue de se diffuser, plus qu'une inflation véritablement auto-entretenue. Mais à ce stade, pour la BCE, on a l'impression que ça ne compte pas tellement, ce genre de considération. Et par ailleurs, le marché du travail, si la récession est finalement assez modérée cet hiver, comme on s'y attend et comme beaucoup s'y attendent, le marché du travail ne va pas vraiment se dégrader, le chômage n'augmentera pas, et c'est là aussi l'autre indicateur qui pourrait arrêter la BCE, c'est une hausse du chômage. Ça arrive toujours avec retard, ça arrivera sans doute assez peu cette fois-ci, donc on voit mal ce qui pourrait l'arrêter, à part de véritables tensions sur la dette souveraine, et c'est là que le bras de fer va finalement se jouer. Et justement, là, si vous considérez le principal risque
économique pour la zone euro, c'est plus un risque monétaire qu'un risque énergétique, par exemple, comme vous le disiez, Dorothée ? Oui, tout à fait. Pour nous, le véritable risque de cette année, c'est que la crise d'offres qu'on a vécue jusqu'ici se transforme en une crise de demande du fait de la politique monétaire et du fait d'une surréaction de la politique monétaire à cette inflation qui dure. Et donc quelque chose qui deviendrait endogène d'une certaine manière. Et qui deviendrait effectivement lié vraiment une persistance de la crise alimentée par la BCE. Finalement, la question aujourd'hui, c'est pas tant quelle va être la profondeur de la récession dans les 3, 4, 6 prochains mois, mais plutôt comment on en sort, est-ce qu'on en sort et quel est le profil de la reprise. Et là, typiquement, les épisodes historiques de crise, on sort d'une récession avec un assouplissement de politique monétaire. Là, on a l'effet inverse. L'effet sur la demande, il va se faire sentir. Alors ça prend du temps pour qu'il se fasse sentir sur la consommation, sur l'investissement, l'effet de hausse de taux. En revanche, il y a quelque chose qui peut être plus immédiat et un peu moins dans les canaux de transmission traditionnels, je dirais, c'est la BCE qui restreint très fortement les marges de manœuvre des États et qui empêche la politique budgétaire de se déployer autant que les gouvernements en ont encore, pour la plupart, l'appétit. Et ça veut dire qu'il faut retrouver la logique de crise souveraine qu'on a déjà connue en zone euro. Quels vont être les pays les plus fragiles face à cette situation de durcissement monétaire tel que vous le décrivez, Dorothée ? L'Italie, comme à chaque fois. Est-ce que la France est toujours en bonne position de ce point de vue-là ? Alors, oui, on pense toujours à la périphérie, mais ce qu'il faut voir, c'est que cette année, on va avoir en plus du fait que la BCE n'achète plus et va commencer à ne pas réinvestir ses titres, on a des émissions très importantes des États de la zone euro. On va avoir des émissions nettes records. Depuis le début de l'Union monétaire, on n'en a jamais eu autant, même en 2020. C'est 550 milliards d'émissions nettes obligataires. C'est un chiffre que j'ai en tête pour donner un ordre de grandeur. Je ne sais pas si c'est votre calcul. Le chiffre que je trouve intéressant, c'est par rapport à 2022, les émissions nettes et nettes de la politique monétaire vont être... on va avoir 300 milliards de plus. C'est-à-dire que les marchés financiers vont devoir absorber 300 milliards de plus que l'année dernière. Et l'année dernière, il y avait déjà une offre assez considérable. Donc les pays les plus exposés, en fait, si on regarde qui va émettre le plus, émettre le plus en changement, c'est la périphérie. Mais qui va émettre le plus en pourcentage de son PIB, c'est le segment dit semi-cœur, dont la France fait partie. Donc les deux sont relativement exposés à des hausses assez fortes des taux pour justement que le marché puisse absorber cette offre de papier qui va se déverser à partir du premier trimestre. Et donc ça peut vouloir dire un coût du service de la dette qui va augmenter plus fort que ce que prévoient les budgets actuels et potentiellement moins de marge de manœuvre pour des investissements nécessaires dans d'autres dimensions. Et vous le disiez, il faut considérer que la BCE est prête à aller assez loin dans ce bras de fer, entre guillemets. Alors, beaucoup plus que ce qu'on a connu ces dernières années. Est-ce que la BCE ira jusqu'à la crise de la zone euro ? Non. Mais... étant donné la dynamique actuelle et le discours de la BCE sur l'inflation, sur la persistance de l'inflation, sur le fait qu'elle devient endogène, on peut penser que le seuil de douleur avant qu'elle change de cap pour, entre guillemets, sauver les États ou réduire leur coût de financement va être assez important. D'autant que dans le discours de Christine Lagarde, il y avait aussi un avertissement aux États qui, en paraphrasant, et si vous continuez à faire des mesures qui ne sont pas suffisamment ciblées, qui sont trop larges, on va augmenter les taux plus forts, implicitement, pour vous en empêcher. Donc, Bon, prochaine réunion de la BCE, c'est début février, je crois. Attendez, j'ai l'agenda. Donc la Fed, c'est 31 janvier, 1er février. Et la BCE, le 2 février, pour son premier meeting de l'année. Merci beaucoup, Dorothée. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer les perspectives européennes en ce début d'année 2023. Dorothée Rouzet, chef économiste France chez Citi, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.